Votre micro est coupé. Est-ce que vous nous entendez, Monsieur Nahas? Votre micro est coupé. Allô, allô, Monsieur Charbel Nahas, vous êtes avec nous? Je vous vois, mais par contre, le micro est toujours coupé. Vous ne pouvez pas lui envoyer un WhatsApp ou un SMS? Oui, oui, c'est ce qu'on... Je lui ai envoyé. Voilà, ça va venir. Nous avons déjà pas mal de participants parmi nous. Monsieur Nahas, vous nous entendez? Monsieur Bassam, puisque vous êtes le host, vous pouvez le faire unmute. Donc, s'il n'arrive pas à enlever le mute. En fait, cette fonction-là a changé. Je ne peux pas unmute quelqu'un. C'est lui qui doit le faire. Voilà, ça va venir. Ce sont les aléas du direct. Il dit 2 minutes, il sera mis en ligne. Voilà, je crois que c'est bon. Monsieur Nahas, vous nous entendez? ماشي الصوت؟ Excellent. أنا ما بسمع شيء بس. Vous nous entendez? Allô? Oui, on vous entend très bien. Allô? Oui. Est-ce que vous nous entendez, Monsieur Nahas? Est-ce que vous nous entendez? Allô? Oui, on vous entend très bien. Visiblement, il n'a pas de retour. Nous, on vous entend très bien. Monsieur Nahas, vous nous entendez? Allô? Oui, on vous entend. Vous nous entendez, Monsieur Nahas? Oui, je vous entends. Je suis désolé pour le retard. Non, non, pas de problème. Voilà. On est bon là. Très, très bien. On est bon. Mais écoutez, merci à tous. On va démarrer. Merci à tous d'être si nombreux parmi nous pour ce webinaire. Nous sommes ravis au Cercle des économistes arabes de recevoir une nouvelle fois M. Charbel Nahas à l'occasion de la sortie de son livre projet, Une économie et un État pour le Liban. Je rappelle qu'au Cercle des économistes, on a eu le plaisir de recevoir la première fois M. Charbel Nahas il y a 10 ans, en septembre 2010, et c'était à l'Université Paris-Dauphine à Paris. Et à l'époque, déjà, il y a 10 ans, le sujet de notre discussion avec M. Nahas était conditions de soutenabilité du modèle financier et socio-économique du Liban. C'était il y a 10 ans déjà, donc on avait déjà un peu d'avance sur ce sujet-là. Donc avec nous, nous avons un panel de prestige pour discuter avec vous et débattre avec vous, M. Nahas. Nous avons Ali Ambayed, qui est une grande économiste, spécialiste des marchés émergents. Michel Santi, qui est un économiste franco-suisse et qui vient de sortir son dernier livre qui s'intitule Le testament d'un économiste désabusé aux éditions Les Trois Colonnes.
Nous avons également parmi nous Ishaq Diwan, qui est professeur à Paris Sciences et Lettres, et Bassam Snej, qui est professeur associé à Sciences Po. Également parmi nous, donc, Samir Aïta, qui est le président des cercles des économistes arabes, qui interviendra sur les enjeux régionaux et leur impact sur la crise libanaise et les possibilités de solutions. Avant de passer la parole à Charles El Nahas, donc je demanderai à Samir si tu veux dire un mot pour introduire ce webinaire. Non, tu l'as bien fait. Bonsoir à tous et bienvenue à tous. Bienvenue Charbel, bienvenue à tous les participants et bon webinaire. Et c'est tout. Merci Samir. Juste un peu de housekeeping. Donc, Monsieur Nahas, on va vous laisser la parole 10 à 15 minutes. Ensuite, on va passer la parole à nos panélistes. Donc, si vous voulez bien nous présenter en quelques mots votre projet économique pour le Liban, et puis selon vous, quelles seraient les principales priorités pour commencer ce long chemin de reconstruction de l'État libanais. Je vous laisse la parole. ميرسي. بداية بدي أعتذر من الأصدقاء يلي عم بيتابعوا ومش عارفين إنه رح يكون الكلام بالفرنساوي. كان هالجلسة مفترض تكون بباريس، إنما بحكم الموانع المتعلقة بجائحة كورونا اضطريت أرجع على لبنان، والدعوات كانت توجهت وفي حضور أجنبي بالقاعة، مشان هيك رح يكون الكلام باللغة الفرنسية. Bon, après avoir évidemment remercié tous ceux qui ont organisé cette réunion, et en particulier mon ami et mon compagnon de route, Samir Aïta, je vais essayer en 10 à peut-être quelques minutes de plus de présenter la démarche qui a conduit à la parution de cet ouvrage. Bon, il y a évidemment un effondrement qui s'est passé au Liban. Nous ne pensons pas que cet effondrement soit un exemple supplémentaire de crise financière. Et ce point-là est absolument essentiel, il commande toute la suite. C'est tout le système socio-politico-économique qui est né de la conjonction de la guerre civile et du boom pétrolier et de l'afflux massif de devises dans les années 70 et 80. Ce système est complètement effondré dans ses performances fonctionnelles. Il est passé par 3 phases. Une phase de constitution marquée symboliquement par ce qu'on appelle les accords de Taïf et formulée pratiquement à partir de l'opération de manipulation financière ou politique qui a conduit en 92 à l'arrivée de l'équipe politique qui est toujours en place, qui est un condominium de chefs de guerre et de milliardaires. Cette constitution, cette phase constitutive a été directement connectée à un pari régional, ce qu'on a appelé à l'époque le processus de paix. Et dans cette idée-là, beaucoup d'options ont été tranchées dans ce sens, et en particulier le fait de considérer l'accumulation de la dette comme un péché véniel qui serait effacé automatiquement par les, encore une fois, dividendes de la paix, avec tous les guillemets que vous voulez, cela permettant d'asseoir la légitimité de cette nouvelle équipe emblématique de chefs de guerre et de milliardaires. Ce pari, cette phase constitutive, s'est achevée en 1996. En 1996, aussi bien le processus de paix ou le prétendu processus de paix était fini, et le pari sur le péché véniel de la dette servant à acheter la loyauté de la population à ses nouveaux chefs était mis en place, mais la dette avait échappé à tout contrôle. Des décisions majeures ont été prises en 1996, dont la traduction sont l'arrêt brutal des investissements, l'organisation du rationnement de beaucoup de choses, dont l'électricité, le blocage des salaires et la mise en place d'une bande mafieuse qui a occupé le mouvement syndical et qui a complètement dénaturé. Cela s'est accompagné d'une manipulation financière et monétaire énorme qui a tourné autour de la création d'une monnaie illusoire qui est le dollar libanais à travers la souscription systématique
des banques libanaises en devises, l'utilisation des dépôts en devises pour souscrire aux eurobonds qui, en apparence, permettaient de maintenir les réserves de la Banque centrale à un niveau stable. Les banques, à ce moment-là, sont divisées en deux camps. Certaines se sont prêtées au jeu et d'autres se sont refusées. Et on est entré dans une phase longue de 25 ans, qui va de 96 jusqu'à hier, que des gens, disons, bienveillants ont appelé résilience. Cette phase-là a permis d'approfondir les effets de ce système politico-économique, de transformer les illusions en réalité comportementale. Et puis, il y a la phase de l'effondrement qui a commencé à se constituer progressivement à partir de 2015, en douce, avec des tentatives de restauration, encore une fois politico-financières, avec des élections municipales, avec les ingénieries financières, avec l'arrangement politique qui a amené Michel Aoun et Saad Hariri au pouvoir, avec les élections, avec la conférence CEDRE. Tout cela a permis de retarder l'agonie de ce système, de sorte que l'explosion de colère du 17 octobre est apparue comme une surprise. Que faisions-nous entre-temps? Les membres fondateurs de notre mouvement se sont, chacun à partir des positions dans lesquelles ils se trouvaient, opposés à la mise en place de ce système, ont cherché à briser le mythe de sa résilience et ont anticipé son effondrement, que ce soit durant la phase de reconstruction, au niveau du secteur bancaire, au niveau des études économiques, au niveau de la programmation des investissements publics et en particulier dans plusieurs tentatives de correction volontaire. Les plus importantes, 96, 99, 2004, 2011. À chaque fois, nous avons tout fait pour que cette prétendue résilience, qui est en fait un asservissement de la société, soit arrêtée au plus vite avant que ces dégâts ne s'amplifient. Malheureusement, nous n'avons pas réussi. Notre mouvement a été créé en 2016 en attente de l'effondrement qui était devenu inéluctable, d'où son intitulé « Citoyens et citoyennes dans un État ». Pour nous, il ne s'agit pas de réparer un système. Il ne s'agit pas de prendre l'attitude de donneur de conseils ou de donneur de leçons. Pour nous, bien que ce soit dur à admettre, cette crise qui est arrivée trop tard est une opportunité pour rompre avec un système socio-politico-économique qui a dénaturé la société dans ses référents, dans ses modes de comportement, dans ce que je me permettrai d'appeler ses valeurs, et qu'il est grand temps de confronter dans une logique de rupture. De ce fait, notre approche est une approche ouvertement d'économie politique. Nous ne sommes pas, par hasard, dans cet ouvrage, attachés à mettre en valeur la distinction entre les objectifs et les moyens. Le choix politique est un choix de société, c'est cela l'objectif. Les moyens sont divers, certains ne dépendent pas de notre volonté. Le Liban est un petit pays dans une zone dévastée. Et plus particulièrement, tout ce qui relève de la finance n'a, à nos yeux, de valeur qu'en tant que moyen pouvant faciliter ou entraver le cheminement vers les objectifs politiques et sociaux qui déterminent notre attitude. Cette approche, évidemment, a une portée théorique, puisque l'évolution de ce qu'on appelle l'économie a été dans un sens exactement inverse, vers une technicisation qui a cherché à évacuer la dimension sociale et politique de l'économie, qui pourtant était à la base du développement de cette pensée historique. Nous avons cherché donc à déstructurer et à restructurer un ensemble de concepts qui, tant qu'ils sont manipulés sans esprit critique et sans effort de critique, servent
sans que ceux qui s'en occupent n'en perçoivent la gravité, la pérennisation de ce système. Et cela n'est pas spécifique au Liban, c'est général. De ce fait, nous sommes convaincus que le Liban est intéressant, évidemment, pour ceux qui ont eu le bonheur ou le malheur d'y naître à ce moment, mais ça, on ne l'a pas choisi. Mais il a une valeur exemplaire. Il a une valeur exemplaire à deux niveaux. D'abord, au niveau mondial. Le Liban est un pays où des phénomènes que l'ensemble des sociétés vivent se sont trouvés formulés de manière extrême, anticipée, et elles ont été institutionnalisées. Et ces tendances gouvernent actuellement et inquiètent la plupart des sociétés du monde, la France n'étant pas exclue. C'est l'ensemble de deux piliers, la communautarisation de la société et de la politique et la financiarisation de l'économie et des relations de travail. Ces deux piliers se nourrissent l'un l'autre. L'un et l'autre, ensemble, conduisent à dénaturer l'action publique, le sens du politique. Le Liban est un exemple, encore une fois, où ces deux tendances ont été poussées à l'extrême et ont été institutionnalisées avec une logique systémique remarquable et une adresse opportuniste exceptionnelle. Ce n'est pas du tout le fait d'erreur ou de bassesse morale individuelle que de voir le mécanisme de redistribution politique et sociale aussi efficace. Cataloguer cela de corruption, on peut faire plaisir à l'énonciateur, mais n'avance en rien. Parler du Ponzi, du système de Ponzi comme étant une découverte, on peut encore faire plaisir, c'est une illustration, mais ce n'est pas rendre justice à l'efficacité de ce système qui a été reconnu sous le label de résilience, avec évidemment toutes les louanges prodiguées aux uns et aux autres. Et c'est donc une dimension qui, à notre sens, mérite, de manière générale, et en particulier dans une assemblée comme la nôtre, d'être regardée pour s'écarter tant de l'ethnocentrisme des Libanais avec leur culture, leur prétendue civilisation, etc., et les attachements nostalgiques que les uns et les autres peuvent avoir vis-à-vis de ce pays ou de cette population, que des attitudes technicistes, moralisatrices, technocratiques ou autres, mais aussi des attitudes dénonciatrices tellement commodes où se complaisent beaucoup de gens du fait qu'ils se contentent de prodiguer des conseils ou de divulguer ce qu'ils croient être des scandales, alors que la population connaît ça parfaitement, parce que cette société vit dans un système. Deuxièmement, cela a valeur pour notre région, qui s'est trouvée, pour son malheur, devenir l'épicentre des confrontations mondiales, toujours sous les deux intitulés du communautarisme et de la financiarisation. Les pays qui vivent de l'exploitation de ressources non renouvelables, les pays pétroliers, les pays qui vivent à l'abri de bases militaires, en croyant bénéficier de cette protection pour bénéficier de rôles internationaux qu'on appelle hub ou autres, les pays qui sont dominés par des régimes faibles, conscients de la faiblesse de leur légitimité et qui vont la chercher dans la manipulation des identités religieuses, racistes et autres, à commencer évidemment par le projet sioniste qui s'est concrétisé dans l'État d'Israël et pour arriver au développement récent, que ce soit en Iran, en Turquie ou autres. Tous ces cas-là ne sont pas distincts du cas libanais. Le Liban n'est pas une terre promise, n'est pas une terre d'élection, c'est tout simplement que
Les transformations qui ont occasionné ces bouleversements, que ce soit la transition démographique, l'émigration rurale, la financiarisation, la communautarisation, etc., s'y sont passées avant et ont été plus loin qu'ailleurs. Face à cela, quelle est l'attitude que nous adoptons? Notre attitude consiste à affronter ce système dans sa logique propre. L'effondrement fait que les gens sont surpris. Ils ont perdu toutes leurs références. Il n'y a plus de monnaie, il n'y a plus de banque, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de justice. Il n'y a jamais eu de parlement ni de gouvernement, bien entendu. Tout s'effondre autour d'eux. Et la société se reconfigure par une émigration massive et par une tendance à la constitution de bandes de brigands manipulables par des services de sécurité. Face à cette inquiétude et ces besoins pressants, ce qui manque, c'est une offre alternative. Parce que quand les gens ont perdu toutes leurs références, ce n'est pas à ce moment-là qu'ils peuvent imaginer un monde autre que celui dans lequel ils ont vécu et ont construit leur statut matériel et moraux. L'offre alternative, c'est l'offre d'un régime socio-politico-économique différent. Ce n'est pas du tout de rafistoler le système existant, ce n'est pas du tout une politique de petits pas. Ce choix-là ne permet pas l'ambiguïté. C'est seulement quand une offre alternative, cohérente et crédible est présentée que les besoins de la population se transforment en demande politique. L'offre politique que notre groupe a été constitué pour présenter a été produite un mois avant, en fait, elle avait été produite avant, mais un mois après le déclenchement de la colère du 17 octobre, et elle s'est traduite dans l'ouvrage que j'ai signé au nom de notre mouvement. Le projet cherche la clarté politique. En face, les 6 chefs que l'institutionnalisation du communautarisme a mis en place en réglant leurs relations par des modalités de veto réciproque excessivement détaillées, ne peuvent plus ignorer par déni que leur mode de fonctionnement, le mode de fonctionnement de la société qui leur a alloué leur position et leur rôle et dont ils sont otages, ne marche plus. Deuxièmement, ils ne peuvent plus feindre d'ignorer que ce qui se présage devant eux est à très haut risque, que ce soit à l'intérieur ou du fait des actions externes, pression, menaces, divisions, etc. Ils sont en train de reconnaître progressivement qu'ils sont incapables de faire face à cette situation. Ce que nous avons vécu avec le gouvernement de façade là, qui a été révoqué il y a quelques semaines est une illustration parfaite. Comment voulez-vous que ces gens-là traitent avec quelque chose comme le FMI qui va pour récupérer les avances qu'il a été constitué pour mettre en place, qui devront donc pour cela répondre à des conditionnalités, c'est-à-dire prendre des choix. Il ne s'agit pas de réforme. C'est un mot hypocrite, réforme, parce que ça semble toujours bon. Dans les situations sérieuses, les choix signifient privilégier certains intérêts par rapport à d'autres, par conviction ou par opportunisme. Comment voulez-vous qu'un chef communautaire prenne une décision? Privilégier les intérêts de certains contre les intérêts d'autres, c'est certainement perdre l'appui d'une partie de sa communauté, ceux dont il a lésé les intérêts, sans espoir de gagner l'appui de ceux dont il privilégie les intérêts parce que ceux-là sont embrigadés dans d'autres communautés. C'est cela l'essence des choix de politique publique dans les moments de crise, c'est-à-dire de choix. Et par conséquent, ils se prêtent à ce qui est pour eux la politique, c'est-à-dire la saisie d'opportunités extérieures. L'initiative du président français a été pour eux une opportunité extérieure, une de plus. Ils l'ont saisie à partir de cette perspective. Lui, évidemment, pensait à autre chose. Quel est le processus qui a pris l'autre en otage? On peut en discuter, ça peut être passionnant, mais ce qui compte au bout, qui c'est qui en paye les frais? C'est encore une fois la population, parce que pendant ce temps,
Pendant ce temps, la population, la société réelle se disloque et la reconstitution d'une société cohérente prendra des décennies. C'est ça les vraies pertes. Ce ne sont pas les questions de bail-in et de bail-out ou de hold-up du siècle qui se préparent ici ou là qui sont le vrai problème, la vraie préoccupation. Notre proposition est d'imposer la négociation sur un transfert pacifique du pouvoir pour une période intérimaire qui gérera la transition, non pas pour revenir à la situation antérieure, mais au contraire pour la clore et sur la base d'un inventaire réel des disponibilités locales et des possibilités de conventions financières et commerciales avec l'extérieur qui ne remettraient pas en cause la légitimité du projet politique, passer à l'absorption du choc et, dans une troisième phase, à l'établissement d'une légitimité laïque assurée de l'État qui traitera avec les communautés comme une réalité sociale qu'il faudra protéger comme un tuteur protège une société affaiblie par son histoire et par les compromissions de ceux qui en ont dirigé le destin. Cette proposition est très clairement formulée. Cet ouvrage vise à la clarifier sans du tout prétendre que c'est des recettes et des réponses et des solutions à des problèmes comme si le monde était fait de problèmes et de solutions comme dans les cours d'arithmétique en classe de 6e. C'est évidemment un discours de politique, d'économie politique, ce qui manque dans cette course entre l'effritement de la société et la transformation de notre proposition en alternative politique, c'est la consolidation de sa crédibilité. Et là, ce qui fait achoppement, c'est essentiellement que malheureusement, beaucoup de gens qui ont, durant les phases passées, formulé des positions critiques vis-à-vis de l'évolution des choses, se complaisent encore dans ce qu'ils appellent société civile, réclamation, lutte anticorruption, demande d'indépendance de la justice, comme s'il y avait un État, comme si adresser des réclamations de ce genre ne servait pas finalement à légitimer ce qui reste du pouvoir en place. Nous les appelons tous à rejoindre un mouvement dont l'objectif clair est d'asseoir la légitimité confiante, laïque de l'État, parce que nos sociétés ne peuvent être gérées que par un État ayant une légitimité laïque qui traite avec la société dans sa réalité et non pas dans une illusion construite et qui traite avec l'extérieur comme un extérieur avec toute la rationalité et la prise de risque que cela implique. Cela vaut pour le Liban, cela vaut pour la Syrie, pour l'Irak, pour l'ensemble des pays de la région, sans parler bien sûr de la Palestine. Merci. C'est pour cela que cet ouvrage a été fait. Je vous remercie. Merci, Monsieur Nahas. Je passe la parole à Alia. Alia, bien sûr, tu connais très bien cette région et, et notamment les structures économiques du Liban et de la région. Et le livre évoque pas mal de sujets, notamment sur le plan sectoriel, de sortie de crise, sur le plan de l'emploi. Alia, je te laisse la parole. Oui, merci Fadi et bonsoir à tout le monde et merci au Cercle d'économistes arabes de m'inviter. Effectivement, ce que je voudrais dans le temps qui m'est donné, c'est de parler des trois éléments que j'ai trouvés dans l'ouvrage qui étaient essentiels non seulement pour le diagnostic que M. Nahas fait de nos problèmes actuels, mais aussi pour se projeter dans l'avenir et effectivement considérer les choix stratégiques auxquels nous sommes appelés de prendre. Et j'ai trouvé que l'ouvrage met le point sur trois éléments qui ont jusqu'alors ont été absents soit des diagnostics, soit des propositions qui ont été faites, en tout cas dans les mois précédents. Oui, mais aussi dans le plan du gouvernement comme son ouvrage. Oui, oui, on t'écoute, oui, vas-y.
Alors, je trouve que ces trois piliers, je dirais, essentiels que l'ouvrage de M. Nahas présente, ont été absents dans des propositions que nous avons vues par de différents, soit partis politiques ou des groupes de la Saoura ou des propositions de partenaires extérieurs qui venaient à l'aide urgente du Liban. Et ces trois piliers, je dirais, essentiels, c'est l'État, premièrement, l'État de notre État, dont M. Nahas décrit dans son ouvrage comme étant un État qui manque de légitimité, au moins aux yeux de ses citoyens, d'une administration qui a perdu la confiance de ses users et qui, dans sa provision de services, est devenue déficiente. Donc, je pense que ce pilier essentiel devrait être le sujet de plus d'analyse de plusieurs économistes qui se sont attelés à des solutions beaucoup plus techniques et technocratiques, comme l'a dit Monsieur Nahas tout à l'heure, et qui sont occultés complètement le rôle non seulement de l'État, mais surtout de l'État dans lequel il se trouve, alors qu'on assiste à la permanence de cette mainmise de ce que M. Nahas appelle l'oligarchie politico-financière ou bien ce qu'on nomme dans la littérature de bonne gouvernance le state capture dans lequel on se trouve. Donc, ce premier pilier, je pense qu'il est important que nous, en tant qu'économistes, qui avons toujours pris une approche beaucoup plus technique et financière ou d'analyse de balance sheet, qu'on réfléchisse un peu plus en avant sur comment pourrons-nous gérer à la fois la transition dans le court terme, mais aussi dans le long terme, pour dissocier ou bien libérer cet État de cette mainmise, sans lequel je trouve qu'il est impossible d'aller vers des propositions de changement, d'équilibre socio-économique tel qu'il le veut M. Nahas et son mouvement politique. Le deuxième pilier que M. Nahas aussi présente dans son ouvrage et qui dit et va déterminer à la fois les choix de court terme, mais surtout plutôt de long terme, et qui est aussi occulté par beaucoup d'économistes et aussi surtout par le travail qu'a fait le gouvernement lors de son programme de sauvetage, c'est la dimension démographique. La dimension démographique, pas seulement actuelle, mais aussi dynamique dans le temps. Or, M. Nahas, dans son ouvrage, parle d'une démographie dans laquelle les équilibres entre Libanais résidents et non-Libanais résidents, ou bien entre Libanais résidents et Libanais non résidents, changent drastiquement. Et cela, éventuellement, aura des retombées importantes à la fois sur les structures économiques, sur la qualité de certains de ces secteurs où la composante skills ou libanaise était importante, mais aussi l'autre dimension liée à la productivité de cette population qui change avec la perte d'un élément essentiel qui sont les jeunes éduqués et qui sont porteurs de cette productivité du capital humain et que la société et l'économie libanaise est en train de perdre. Or, encore une fois, l'analyse qu'on a vue dans la majorité des propositions d'économistes et de propositions
faite pour la sortie de crise, a occulté ou bien a donné beaucoup moins d'importance à cette dimension, je dirais, stratégique, non seulement dans cette dimension économique et son impact sectoriel, mais aussi macroéconomique et sur les marchés du travail, mais aussi, je dirais, dans sa dimension sociétale et dans notre capacité de pouvoir gérer la diversité dans une société où la démographie est en train de changer. Et ici encore, je suis très d'accord avec M. Nahas que c'est un sujet qui reste un peu tabou au Liban, mais qui aura à la fois des retombées sociales et peut-être sécuritaires si nous n'arrivons pas à gérer cette diversité que nous trouvons d'ailleurs dans plusieurs sociétés et économies émergentes où il y a eu des mouvements de population comme l'a subi la société et l'économie libanaise durant la dernière décennie, mais surtout depuis le commencement de la crise en Syrie. Alors, cette dimension démographique, je pense, est aussi importante dans sa dimension politique. Et M. Nahas, peut-être il ne le dit pas clairement dans son ouvrage, mais on le trouve dans l'action de son mouvement politique qui donne de plus en plus d'ampleur à l'encontre d'autres mouvements politiques, au rôle de la diaspora libanaise qui clairement, dans ses capacités d'apporter, que ce soit le capital ou la connaissance ou bien l'influence dans les relations internationales, devient de plus en plus importante dans sa composante non résidente. Et donc, ça rend encore plus important le rôle de la diaspora dans les changements et la transformation politique future au Liban, notamment que cette diaspora ou la composante libanaise non résidente est maintenant amenée à voter et à jouer ce rôle politique de transformation ou de transition politique dans le futur. Et pour finir, la troisième dimension, je pense que l'ouvrage de M. Nahas aussi fournit et qu'il insiste sur son importance et qu'on n'a encore une fois pas trouvé ni dans le projet du gouvernement ni dans beaucoup d'analyses d'économistes, la dimension régionale et qui dit, mais aussi avec la continuation de son modèle qui a perdu, qui est à bout de souffle, perd son rôle dans un contexte régional qui change, non seulement à cause de la crise syrienne, même si son ouvrage se concentre sur les opportunités que donnent les complémentarités de coordination et de coopération à la fois sectorielle ou autre qu'impose la géographie libano-syrienne, mais je pense aussi, surtout récemment, aux changements à la fois géopolitiques et géoéconomiques qui se passent autour de nous, que ce soit en Irak ou dans le Golfe, pas seulement à cause de mouvements de normalisation de certains pays avec l'État d'Israël, mais aussi avec, je dirais, le changement des flux financiers et du rôle de la diaspora libanaise dans ces pays et qui va subir des pressions importantes vu le changement de politique migratoire et de marché de travail dans ces pays mêmes. Alors, je salue aussi cette dimension importante qui est aussi, a été longuement occultée dans d'autres analyses. Et je finis aussi ici par la question que je voudrais demander à M. Nahas. C'est un peu comment voyez-vous dans le futur proche la capacité à la fois des Libanais qui sont en interne et en externe de refondre cet État
qui est essentiel à la reprise, dont le rôle est essentiel à la reprise économique et à la sortie de crise, dans un contexte régional et je dirais peut-être mondial, qui semble vouloir pérenniser les structures politiques existantes et cette capture de l'État par cette oligarchie politico-financière existante d'un côté, mais aussi des changements démographiques que la société libanaise, je pense, ne comprend pas encore ou ne s'attelle pas à trouver des mécanismes de gestion de la diversité que je trouve inévitables et sur lesquels je pense qu'il faut s'atteler afin de préserver la paix sociale. Merci Alia. Monsieur Nahas, vous souhaitez répondre rapidement aux questions. Alia, je rappelle juste à nos participants, s'ils souhaitent poser des questions, ils peuvent envoyer sur le chat de Zoom et puis on transmettra à Monsieur Nahas vos questions. Monsieur Nahas, je vous laisse la parole. Et bon, avec plaisir. Voilà. Bon, je salue Alia, évidemment. Très heureux qu'elle soit là. Bon, l'affaire de l'État dans l'État, je permettrai juste d'exprimer cela d'une façon un peu différente. Nous avons une systématisation, au sens système fonctionnel, qui est précisément l'antithèse même de l'État. Ce n'est pas qu'il y a un État qui a été capturé, il y a un phénomène d'institutionnalisation exemplaire, extrême, anticipateur, d'absence, et non pas d'absence, mais d'antithèse, de se dispenser de l'État. C'est fonctionner sans État. Si vous voulez, le Liban est probablement le seul pays du monde à recevoir en même temps une aide financière et militaire des États-Unis et de l'Iran. C'est une prouesse. En contrepartie, il y a un prix. C'est l'incapacité de prendre une décision qui ne relève pas d'une opportunité extérieure ou d'une consolidation de l'équilibre intérieur intercommunautaire. Donc, ce n'est pas quelque chose où il y a un manque, c'est quelque chose où il y a un substitut et par conséquent, il faut l'affronter. Le deuxième point, au niveau démographique, bon, évidemment, je vous remercie, Alia, pour les remarques que vous faites. Je pense que là, il faut distinguer, parce que vous faites référence au programme du gouvernement. Je pense qu'il y avait un gouvernement, il y avait une mascarade, une façade. Bon, des braves gens se sont laissés aller dans cette entreprise. Malheureusement, beaucoup de ceux qui sont allés dans cette entreprise du gouvernement diable auraient eu leur place ailleurs. Mais ça nous a coûté 1 an, ça nous a coûté une décision de défaut non réfléchie, sans suite. Ça nous a coûté la révélation que dès que les risques d'imposition d'une nécessité de prise de décision apparaissaient, après le rapport de Lazare, bon, qui a été finalement reconnu par le gouvernement, bon, il y a eu automatiquement une réaction décisive des 6 chefs qui, à travers leurs représentants au Parlement, sont venus tuer dans l'œuf ce début d'annonce, de révélation de quelque chose qui était connu, qui avait en gros 100 milliards de dollars de pertes dans le système financier. Donc, le problème, c'est qu'il n'y a pas de maître d'ouvrage. Ce n'est pas qu'il y a un problème de maîtrise d'œuvre, de techniciens qui font des choses diverses avec des qualités diverses. Il y a une situation où on se dispense structurellement d'avoir un maître d'œuvre, c'est-à-dire un État. Et vous avez mentionné bon, les expatriés, enfin les émigrés. Écoutez, il y a un exemple bon, que nous devons bien prendre en compte. Hein. Nous avons tout près de nous un projet politique qui a été monté par une élite politique, un projet politique, le projet sioniste, qui a rassemblé des gens venus de tous les horizons et qui en ont fait une société. C'est un projet politique qui est à l'origine, et non pas l'inverse. Ce qui constitue un État, c'est un projet politique. Il ne s'agit pas d'aller voter, il ne s'agit pas d'aller apporter des réformes, de présenter des conseils, il s'agit de porter un projet politique. Et je me dépêche de répondre à la question que vous m'adressez à la fin. Que faire? Écoutez, tout simplement décider, chacun, en toute responsabilité, aussi bien ceux qui sont encore au Liban que ceux qui sont à l'extérieur, et la deuxième catégorie, évidemment, est en train de croître. Est-ce que vous jugez que cette expérience consistant à porter un projet politique alternatif qui vise directement
les intérêts vitaux de la société libanaise, mais aussi ceux de l'ensemble des sociétés de la région, est un choix dans lequel chacun de vous est prêt à s'engager, oui ou non. Et cela est non compatible avec les attitudes technicistes, moralisatrices et de conseil. J'ai passé ma vie à faire du conseil quand je me suis rendu compte avec d'autres que cela ne pouvait pas porter parce que le système auquel nous nous confrontons n'est pas une oligarchie. Ce n'est pas une bande de 6 salauds qui ont embrigadé la société, c'est toute la société qui a été reconfigurée pour admettre ce système comme étant un état du monde. Il l'appelle d'ailleurs identité. Et de ce fait, nous sommes en confrontation avec un régime social qui est en train de s'effondrer ou, pour se préserver formellement, de sacrifier la société. Le choix est donc un choix très clair. Il a une portée politique, mais il est aussi individuel. C'est un choix de responsabilité politique et subjective. Allô? Allô? Oui, pardon. Oui, messieurs, pardon, merci, monsieur Nahas. Donc, je passe la parole à Michel Santi, je rappelle, qui est un économiste franco-suisse. Michel, de part de ta connaissance assez ancienne de l'économie libanaise, de son évolution, comment tu vois la sortie de crise? Et puis, si tu as une question à poser à monsieur Nahas, je te laisse la parole. Merci Fadi, merci de votre aimable invitation. Je dois avouer que je n'ai pas lu l'ouvrage de monsieur Nahas. C'est une question difficile, Fadi, la sortie de crise. Encore faut-il, pour apporter des solutions de sortie de crise, encore faut-il bien identifier la crise. Donc, tout à l'heure, j'ai écouté M. Nahas qui disait que la crise libanaise, selon lui, n'était pas une crise financière. Je ne partage pas tout à fait son avis, dans le sens où nous avons quand même, dans la crise libanaise actuelle, tous les attributs, tous les vices d'une crise financière typique des marchés émergents, démultipliés. Donc, j'étais il y a encore 10 jours à Beyrouth et je n'y avais plus été depuis une année, depuis début octobre 2019. À l'époque, le dollar valait encore 1500 livres. J'étais voir un ami galeriste à Beyrouth et il m'a expliqué, voilà Michel, nous affichons 3 prix. J'affiche 3 prix. J'affiche le prix en dollars. Il m'a expliqué ce que c'était que le fresh money. J'affiche le prix en dollars. Et il m'a expliqué ce que c'était que le lard aussi. Et j'affiche le prix également en livres libanaises. En cash, livres libanaises ou en chèque. Ce que je veux dire par là, c'est que si on en ajoute à cela l'hyperinflation qui règne actuellement au Liban et qui est digne, qui ferait rougir le Venezuela et le Zimbabwe, c'est quand même une crise financière. Alors certes, à la base, elle a été déclenchée par des raisons politiques, par des raisons de mauvaise gestion, par des connivences, par une hypercorruption, bien sûr, mais les solutions devront également être financières. Et surtout, il y a des écueils et des pièges à éviter. Toujours quand j'étais au Liban, est tombée la décision de la Banque centrale de réduire l'approvisionnement en livres libanaises, en monnaie fiduciaire, c'est-à-dire en billets de banque, livres libanaises. Ça faisait déjà 10 jours que j'étais à Beyrouth, au Liban. J'avais bien identifié donc ce que je viens d'expliquer, à savoir cette crise monétaire intense. Et je me suis dit, mais on est complètement à l'envers du bon sens. Là, j'ai repris, je me suis rappelé de mes classiques.
je me suis rappelé d'un économiste qui est un de mes deux économistes préférés, un économiste américain, Stanley Fischer, qui parlait à l'époque de la Grande Dépression, qui parlait de la danse du dollar, qui disait qu'il fallait impérativement, pour qu'une économie puisse tourner, qu'il y ait tout simplement que l'argent circule. Sinon, pourquoi croirions-nous que la Réserve fédérale américaine et que la Banque centrale européenne, ces derniers mois, ont injecté des centaines de milliards dans l'économie? Il faut qu'il y ait cette fameuse danse de l'euro, cette fameuse danse du dollar ou de la livre libanaise. Et là, les mesures, la décision unilatérale, quasiment par une nuit sans lune, prise par la Banque centrale européenne, par la Banque du Liban, ça a été de réduire le robinet d'approvisionnement en cash livre libanaise. Donc, il y a des choses qui vont quand même, pour l'observateur que je ne suis qu'un observateur, une sorte de candide, parce que je n'ai pas vraiment de légitimité pour en parler, étant donné que je connais très peu les réglementations, les circulaires et de la Banque centrale et du ministère de l'économie et des finances au Liban. Je parle de bon sens. J'ai d'autant moins de légitimité que je ne suis pas libanais. Comme vous le savez, les mamans au Liban ne transmettent pas les nationalités, mais ce sont des mesures qui sont à contresens et qui ne vont faire que paralyser davantage l'économie du pays. Puisqu'il y a actuellement des milliards qui sont bloqués dans les banques libanaises, qu'on appelle les dollars, pourquoi ne pas créer une institution libanaise qui aura certes l'aval de la Banque centrale, puisqu'on ne peut rien faire sans la Banque centrale, une banque, une institution financière, qui puisse récolter peut-être 25%, un tiers de ces dépôts, pour ensuite les réinjecter sous forme de prise de remontée au capital de certaines entreprises, voire des très petites entreprises libanaises. Il faut que l'argent circule. Si l'argent ne circule pas, comme dans n'importe quelle économie, il n'y aura pas de voie de sortie, il n'y aura pas d'issue de secours, parce que tout le monde le sait très bien. La solution ne sera pas politique au Liban. La solution ne peut pas être politique au Liban parce que nous sommes confrontés gouvernement après gouvernement. Vous êtes confrontés gouvernement après gouvernement à un immobilisme qui, selon moi, n'est pas uniquement la faute de la petite élite, n'est pas seulement de la faute de celles et ceux qui nous gouvernent. Il y a Monsieur Nahas parlait de résilience. Bien sûr qu'il y a une résilience, et l'exemple de mon galeriste est le meilleur exemple de résilience du Libanais, qui a su s'adapter pour afficher 3 prix et qui même, selon mes dernières informations, affiche le prix maintenant en bira, c'est-à-dire en livre libanaise. Voilà, vous aurez tous compris. Mais le Libanais est également fataliste. Je n'ai pas employé volontairement le terme de complice, pardonnez le terme. J'ai employé le terme de fataliste parce que il acceptera toujours le système politique. Il se rebellera, il fera des manifestations, mais en finalité, son fatalisme fera en sorte qu'il rentre dans le rang. Et donc, les solutions ne pourront être que financières et, désolé, mais techniques, voire technocratiques, pour pouvoir sortir de cette crise. Donc, cette institution dont je parle, qui est qui n'est qu'une utopie probablement, en fait, c'est un genre d'allégorie également, c'est un genre d'exemple pour dire, mais il faut quand même que l'argent circule dans cette économie pour que les Libanais, pour que les résidents là-bas puissent au moins atteindre un niveau de vie décent. Donc voilà ce que j'avais à dire. Je suis navré si je l'ai dit dans des termes un peu abrupts et crus, mais c'est ma vision extérieure
de ce qui se passe au Liban. Très bien, mais écoutez, merci. Il ne faut pas être navré, Michel. Très, très belle intervention. Monsieur Nahas? Merci beaucoup. Écoutez, Monsieur Santi, vous n'étiez pas brutal du tout. J'ai juste un ou deux commentaires. Écoutez, c'est une différence d'approche entre vous et moi. Quand vous constatez des choses, vous avez tendance à les considérer comme étant relevant de l'absurde, relevant d'erreurs, d'incapacité, de vol, etc. Vous le faites probablement parce que vous comparez ce que vous observez à des normes que vous jugez valables en tant que telles. Et de ce fait, évidemment, vous concluez que l'approche doit être technocratique, etc., c'est-à-dire apporter la connaissance, le contrôle, la gouvernance, etc., etc. Mon expérience vécue me conduit à une autre vision des choses. Je cherche à comprendre pourquoi les gens se comportent comme ils le font. Je ne me contente pas de leur coller une étiquette d'être idiot, amoral, imbécile, etc. Et de ce fait, j'arrive à mon deuxième point, de ce fait, cet effort, c'est ça la pensée critique, conduit à revoir les normes, parce qu'il n'y a pas de normes absolues, à les remettre dans un processus historique. Pourquoi ont-elles été perçues comme étant des normes face à une autre question? Pourquoi une société se comporte-t-elle de la façon dont elle se comporte? C'est cette réflexion, je pense, qui trace la différence entre votre point de vue et le mien. Il est évident, je passe au second point, qu'à partir de là, pour moi, il n'y a pas le Libanais. Le Libanais, ça n'existe pas. Ce sont des êtres humains. Et les êtres humains, on est capable, en tant qu'être humain, évidemment au prix d'efforts, de réflexion critique, de révision, souvent douloureuse de nos propres expériences, de nous comprendre, d'interagir et de dépasser même les systèmes sociaux et politiques qui nous assignent des rôles définis. Donc, là encore, il y a une différence fondamentale. Pour moi, il n'y a pas, avant de coller au le Libanais, l'adjectif de fataliste ou autre, je récuse l'idée même qui est le Libanais, le Syrien, le Français, le machin, le Maronite, le Druze, le Sunnite, le Chiite, etc., etc. Ça me semble être une simplification qui va à l'encontre et de l'expérience historique et de la dignité de la pratique humaine dans sa dimension publique. Très bien, merci M. Nahas. Ishaq, un mot? Oui, déjà, merci de m'avoir invité. Ça me fait plaisir d'être avec vous et de revoir Charbel que je n'ai pas vu depuis un bon moment. Je dois dire que j'ai beaucoup apprécié le bouquin. Je crois que Charbel, si je peux me permettre, entre nous, de ne pas dire M. Nahas, ça fait un peu dur, était en avance, surtout, vu qu'on est entre amis. Donc, Charbel a été en avance de la plupart de tous les analystes libanais, peut-être pas 10 ans. Un monsieur qui a compris vraiment les profondeurs de la mécanique de l'économie libanaise et qui assez vite a commencé à faire des liens entre la politique et l'économie et à comprendre les rouages de l'économie politique du pays. La Saoura, je dois dire, s'est beaucoup rattrapée. Depuis un an, les gens ont commencé à réfléchir sur beaucoup de sujets, comment l'économie fonctionne, comment la politique fonctionne, le rentiérisme, le clientélisme, le chronisme, le sectarianisme. Il y a eu énormément donc, de rattrapage, si je peux dire. Mais malgré tout, j'ai trouvé que j'ai appris beaucoup de choses en lisant ce livre. J'ai trouvé, d'un point de vue économique, que l'analyse du système et de sa dynamique, et en particulier des biens échangeables, non échangeables, du mal hollandais, de l'implication sur les mouvements de travail et de capitaux très riche et innovatrice, et je trouve qu'elle nous aide aussi à projeter dans l'avenir avec une certaine technicité. Qu'est-ce qui peut être possible? Comment on peut imaginer l'économie du futur au Liban? L'approche historique, je trouve, est très riche et n'a pas été explicitée aussi clairement par d'autres ouvrages. Donc, je trouve que ça reste un ouvrage très important.
l'aspect monétaire aussi de l'analyse. Je crois que Charbel a cassé des tabous en montrant comment toute la société a profité de ce système, bien que ce système comportait des contradictions qui faisaient qu'entre une taxation très basse et un clientélisme très élevé, on ne pouvait finir qu'avec une économie qui fonctionnait de moins en moins bien, avec cette croissance de la masse monétaire, ces services de l'intérêt qui augmentaient beaucoup plus rapidement que la croissance, et donc une explosion était annoncée. Mais que tout le monde a profité de ce système. Aussi, j'ai beaucoup aimé la description de l'inexistence de l'État, plutôt que donc de ce comportement des groupes entre eux, bien que je trouve que cette analyse aurait pu être plus développée, étant donné les connaissances de Charbel sur les relations entre politique et économique en particulier. On ne voit pas assez les rouages du chronisme dans le secteur privé. Ou même, une des grandes questions maintenant, c'est de comprendre un peu, disons, les faiblesses, si on peut dire, vu d'aujourd'hui, du système, et dans quelle mesure c'est la corruption, le vol, versus l'impossibilité de prendre des décisions qui a mené finalement le système dans le mur sans qu'on puisse progressivement changer sa façon de travailler. Pour critiquer un peu, si je peux, j'aimerais que ce bouquin ait une deuxième édition et qu'il soit mieux traduit. Je trouve que le texte arabe est beaucoup plus clair que le texte anglais. Et aussi, j'ai eu du mal à le lire. Je trouve que le fil conducteur pourrait être épaissi de façon à nous aider un peu plus à circuler dans le livre. J'ai aussi été gêné par quelques allusions complotistes. Par exemple, que la crise financière a été provoquée pour mettre Hezbollah dos au mur, mais qui sont suggérées sans être poursuivies. Et je trouve dans un ouvrage qui, en fait, se veut positif, analytique, ça gêne un peu. C'est un peu de la tension, évidemment, entre Charbel, l'analyste, versus la personne politique. Et c'est les deux côtés qui se retrouvent dans plusieurs aspects du livre. Mais pour conclure, je crois que quand M. Nahas dit c'est le système qui ne fonctionne pas, il faut le changer, je suis tout à fait d'accord et prêt à militer dans le parti. En même temps, évidemment, mais en même temps, comme analyste, ça ne me satisfait pas. C'est là que je crois que le bouquin a un peu vieilli. Et j'aurais aimé quand même une analyse un peu plus poussée de comment ce système politique qui est promu comme étant très efficace, très bon dans la gestion de la crise, etc., où est-ce qu'il peut nous mener avant d'accepter de lui-même de donner les clés de la maison à quelqu'un d'autre. Et je crois que là, c'est un début d'analyse qui reste à faire parce que c'est compliqué, cette crise financière et politique. Et comme de monsieur qui a parlé avant l'a dit, il y a peut-être une certaine séquence dans l'urgence. Peut-être qu'il faut traiter de la crise financière avant ou pas. Et la grande question qui se pose à beaucoup de Libanais, c'est est-ce qu'il faut laisser le système s'effondrer complètement avant de construire, ou est-ce qu'il est possible de stabiliser la crise, d'intéresser les politiciens à cette stabilisation un peu dans le sens de la proposition de Charbel? Est-ce que plutôt que de rendre les clés, ils seraient en fait d'accord de stabiliser et de laisser le système politique évoluer par après? Il y a aussi des questions plus détaillées où on aimerait entendre l'avis de Charbel, par exemple celui du Fonds monétaire. Est-ce que le Fonds monétaire est utile ou pas dans cette crise? Il peut y avoir une critique du Fonds que beaucoup proposent comme étant pas utile à la gestion dans les circonstances du Liban. Et pourtant, on ne la retrouve pas ici, mais il serait intéressant de l'écouter. Merci, merci Israq pour cette question. Monsieur Nahas, oui, si vous voulez bien une réponse sur le rôle du FMI. Et ça rejoint une question qui a été posée sur le chat. Est-il envisageable à court terme que le FMI ait un autre interlocuteur que la Banque centrale du Liban pendant cette période de transition? Donc, si vous voulez bien des réponses sur... Bon, je remercie Israq pour
ses appréciations et principalement pour sa déclaration qu'il est disposé à ce que nous collaborions sur le front du changement du système politique. Ça, c'est une grande nouvelle. Maintenant, la longueur de la partie positive m'a fait rappeler ce que je vivais en Conseil des ministres quand il y avait une tension très forte et qu'il y avait un sujet. Donc, souvent, ça commençait, les adversaires autour de la table, parce que c'était tous des adversaires, commençaient par des louanges très longues et j'attendais, oui, mais d'un autre côté. Mais là, finalement, ce que ça a apporté en retour était beaucoup moins grave que ce que j'appréhendais. La deuxième édition, oui, tu as raison, il y a une deuxième édition qui se prépare. Effectivement, comme toujours, la pression du temps a fait qu'il a fallu sortir et nous avons pensé, vu que, bon, malheureusement, dans nos pays, les gens ne lisent pas beaucoup, donc on a pensé qu'il était utile d'avoir deux versions, chacune bilingue. Donc, effectivement, et puis en plus, il y a des erreurs et des corrections. Je te remercie pour ce conseil. Nous nous attelons à cela, bien sûr. Rapidement, sur la question du Hezbollah, ce que j'ai voulu dire, moi, c'est essayer de comprendre dans un aperçu événementiel dont je vais dire la raison, hein, pourquoi je l'ai fait figurer dans cet ouvrage, comment le choc de l'effondrement a été perçu par les acteurs, par les 6 chefs. Et comment ces 6 chefs se sont positionnés, à partir de quelle logique dont ils sont otages. C'est ça qui est très important. Ils se sont positionnés vis-à-vis de quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait prévoir ou anticiper. Or, la politique, c'est quand même anticiper ou s'adapter, hein. Donc, le cas du Hezbollah est très intéressant parce que le Hezbollah était réellement convaincu, bon, qu'il y avait des petits problèmes économiques et que, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, par des mesures technicistes ou moralisatrices, ça s'arrangerait. Ils étaient réellement convaincus de cela. Et quand ils ont vu que la chose a explosé, ils ont été les premiers surpris et ils ont réagi otages de leur mode de pensée en se disant que c'était le résultat d'un complot, évidemment en rattachant à ce qui se passait à l'Irak, etc. Et chose remarquable, le lendemain du jour où le gouverneur de la Banque centrale iranienne a ouvert la discussion avec le FMI, le Hezbollah au Liban a entériné d'ouvrir les discussions avec le FMI. Donc, pour moi, ce qui est intéressant, évidemment, j'ai traité des autres cas, le Hezbollah n'est pas le seul, mais tu l'as relevé. Ce qui est important, à mon sens, et c'est ce qui m'a poussé à introduire dans le livre cette phase événementielle, c'est pour marquer les limites de décision, les limites fonctionnelles, ce que j'appelle les positions otages de ces 6 chefs face à l'événement. Leur incapacité de gérer un événement autrement qu'en s'adaptant par opportunisme à l'extérieur, attendre les élections américaines par exemple, bon, comme ça se passe aujourd'hui, ou la visite de M. Macron ou des choses de ce genre, et consolider leur légitimité au sein de leur communauté relativement aux communautés concurrentes associées. Donc, c'est seulement pour cela que je l'ai mentionné, parce que pour moi, cela aboutissait à quelque chose qui m'a conduit à changer le titre de l'ouvrage. Le titre de l'ouvrage était un projet économique pour le Liban. Quand je me suis dit qu'en analysant bien les comportements institutionnalisés de ces 6 chefs, il y avait une incapacité fonctionnelle à formuler un projet politique, une décision politique de quelque nature qu'elle soit. Aucun de ces groupes politiques ne peut s'imaginer émettant une position privilégiant certains groupes d'intérêt par rapport à d'autres, que ce soit sur le plan financier, de la politique de l'enseignement, du foncier, de l'habitat, de la santé, de n'importe quoi, ou vis-à-vis de l'extérieur en termes de relations politiques. Chacun jouant un jeu très délicat de tampon entre la solidarité systémique à l'intérieur et les paris que chacun d'eux est conduit à mener sur les acteurs externes. Donc, pour moi, c'était ça l'objectif et pas d'analyser spécifiquement l'événementiel politique. Évidemment, il ne s'arrête pas à l'événementiel politique. Bon. Pour ce qui est des clés de la maison, il n'est pas question de dire les clés de la maison. Bon, le commentaire que l'intervention de M. Santi m'a autorisé à faire sur comment nous gérons les confrontations, finalement. Écoutez, une confrontation, ça se gère, non pas comme dans les dessins animés, hein, ça se gère, que ce soit une négociation ou même une confrontation violente, ça doit se gérer sur base d'une rationalité. C'est grave ça, mais c'est important.
Ce n'est pas en niant l'adversaire, en le cataloguant de le je ne sais pas quoi, etc., qu'on avance. Il faut essayer de comprendre la rationalité qui commande le comportement de l'adversaire pour mesurer en termes de risques et d'avantages potentiels la rationalité qui doit commander votre propre action. De ce fait, nous pensons que ces 6 chefs, parce qu'il n'y a que les 6 chefs, hein, les autres bon, sont bien gentils plus ou moins, mais ils ne comptent pas de beaucoup. Hein. Les 6 chefs, nous nous sommes efforcés de comprendre la rationalité qui les commande. Ils ne sont pas dans la même situation, tous, bien sûr. Ces gens-là sont des gens qui ont vécu la guerre. La plupart d'entre eux ont été des chefs de guerre directement. Ces gens-là, quand ils ont fait des erreurs sur leur pari extérieur, que ce soit leurs parents ou leurs enfants ou leurs proches, ont été assassinés. Ils ont eux-mêmes, pour la plupart d'entre eux, été à l'origine de la mort de dizaines, voire de centaines, voire de milliers de gens. Ces gens-là ont été expérimentés à la logique de la rationalité de la violence. Et par conséquent, ces gens-là ont une rationalité. Ce que nous venons leur proposer, c'est de leur dire, écoutez, cette société, vous avez une légitimité populaire dans cette société, mais vous êtes en situation d'illégitimité fonctionnelle, et cela est à l'origine de risques que vous êtes à même de mesurer. Faisons un marché, parce que c'est ça finalement, sous contrainte, parce que sinon elle ne viendrait pas, la contrainte de la clarté et de la crédibilité. Ils ne sont pas prêts à négocier avec n'importe qui, ces gens-là. Ils ne se font même pas confiance entre eux d'ailleurs, en leur disant, écoutez, votre légitimité populaire sera érodée si vous jouez le jeu, mais votre légitimité fonctionnelle sera sauvée. Prenez le risque de céder le pouvoir en termes francs, hein, c'est un gouvernement de 18 mois avec pouvoir législatif étendu. Durant cette période, à des gens qui, eux, ne sont pas prisonniers de votre logique de rôle, qui n'en sont pas otages, et qui vous annoncent clairement ce qu'ils vont faire. Pas en termes de petites réformettes, mais même sur les sujets les plus sensibles, les questions des relations extérieures, les questions de la réallocation des poids relatifs entre les catégories sociales, entre les Libanais, les non-Libanais, etc. Les questions brûlantes, réelles, pas celles gentilles en disant, bon, indépendance de la justice et lutte contre la corruption, parce que ça, on peut raconter ce qu'on veut. On est clair sur notre proposition. Cédez le pouvoir pour 18 mois. Reconnaissez que vous n'êtes pas capable de gérer. De notre côté, nous négocions avec vous. Il ne s'agit pas de dire on veut vous dégommer, on ne pourra pas les dégommer. Croire qu'il y a une révolution au Liban et qu'il va les dégommer, c'est une blague. Ce sera la guerre civile, foudroyante. La transition ne peut être que pacifique. Sinon, il restera rien, il restera des cailloux. Donc, ce marché, sur quelle rationalité s'appuie-t-il? Pour eux, c'est de se dire, bon, effectivement, nous ne pouvons pas gérer, hein, le risque est très grave. Donc, laissons ces gens-là essayer. Au moins, on sait ce qu'ils veulent faire. La négociation est sur des bases claires, avec des gens qui ne cachent pas leurs opinions, qui ne racontent pas des clichés. S'ils ne réussissent pas, ben c'est tant mieux, ils serviront de bouc émissaire. Nous acceptons cela. S'ils réussissent, bon, nous allons un peu perdre de notre pouvoir. Une police d'assurance, c'est quoi les assurances? C'est ça, c'est une manipulation réciproque de l'appréciation des risques entre le preneur de risque et le donneur de couverture. Donc là, c'est la même chose. De notre côté à nous, pourquoi nous prêterions-nous à ce jeu? À assumer la gestion d'un héritage odieux, horrible, distribuer des pertes. Il n'y a que les fous qui se prêteraient à ça. Nous le faisons pour une seule raison. Parce que nous estimons que c'est là l'opportunité d'instaurer la légitimité d'un État. Légitimité intrinsèque, immanente, et non pas empruntée à un nationalisme, à un racisme, à une religion ou à des bases militaires. La première expérience, pour nous, cette expérience a tellement d'importance que nous sommes prêts à gérer cet héritage odieux. Voilà le marché. Il ne s'agit pas de dire « donnez-nous les clés », bien entendu. Le FMI, en association avec la question qui est crise financière avant ou après. Et la gestion financière, c'est une gestion des moyens.
Si la gestion de la crise financière est faite avant l'instant de rupture politique, elle commandera le point de départ de la gestion et par conséquent, elle commandera l'inventaire, elle commandera la quantité de moyens dont pourra disposer le projet politique que nous portons. Et cela est très grave. Cela est excessivement grave. Le gouvernement Diab a été une catastrophe parce que le gouvernement Diab, en durant 1 an, a produit des effets irréversibles dont il n'était même pas conscient des conséquences, non seulement au niveau financier, mais aussi au niveau humain, au niveau démographique, au niveau politique, au niveau sécuritaire. Le temps est excessivement précieux parce que les choix de politique économique sont essentiellement des arbitrages intertemporels. Et par conséquent, le FMI, bien sûr qu'on va parler que FMI, mais le FMI est fait, c'est une coopérative d'États, évidemment c'est les plus puissants qui décident, mais qui a été faite pour discuter avec des États. Le FMI vient prêter à des États qui doivent eux-mêmes assumer les conséquences que les conditions du FMI pour récupérer ces fonds imposent à la société. C'est l'État qui est responsable de la société. S'il n'y a pas d'État, le FMI ne sait pas avec qui parler. Si on a un modèle qui se dispense de l'État et qui va traiter avec le FMI comme si c'était une opportunité extérieure. D'ailleurs, on parle d'assistance du FMI. Il n'y a pas d'assistance. Le FMI est un prêteur de dernier recours qui ne récupère ses sous à travers les conditionnalités qu'il impose et que l'État doit admettre ou refuser ou négocier, que si, à la sortie, les capitaux privés reviennent. Cela veut dire une reconfiguration des classes sociales, des catégories, des secteurs professionnels. Vous imaginez nos 6 chefs communautaires prenant la responsabilité de tels choix face à une discussion sérieuse avec le FMI? Mais ça va être un jeu de dupes, un jeu d'otages réciproques. Ça va être catastrophique. Non, pas de discussion, ni avec le FMI, ni avec personne, tant que l'antithèse même d'un État continue à sévir et est en train de disloquer ce qui reste de la société pour préserver son schéma institutionnel dont il est otage. Parce qu'en attendant, les choses changent. Ce n'est pas Riyad Salamé qui gère tout seul ce qui se passe. Riyad Salamé est l'opérateur qui a été chargé d'assurer à tout prix la survie du système. Et ça, il l'a fait. Et c'est pour cela qu'il s'est rendu indispensable aux 6 chefs. Voilà la réponse. Merci, M. Nahas. Bassem, un mot avant de passer la parole à Samir. Samir Aïta. Oui, ton micro est coupé. Oui, juste un commentaire et un mot. Je ne vais pas commenter le livre, il a déjà été amplement fait. Merci pour tous ces commentaires sur le travail de Charbel et de son équipe. Moi, j'avais 2 questions. Le gouvernement de transition avec des pouvoirs exceptionnels. Quels sont les chapitres auxquels on pense pour ces pouvoirs? Et l'aboutissement de ces 18... Et la deuxième question, l'aboutissement de ces 18 mois serait, 18 mois ou la période de transition, serait donc, je suppose, des élections. Quelles sont les grandes idées qui composeraient une nouvelle loi électorale et est-ce que cela suppose une nouvelle constitution? Merci, Bassem. Bon, merci, Bassem. D'abord, encore un mot sur le commentaire de Sha. Je pense que le grand plaisir que j'ai vécu à entendre qu'on avait des chances de collaborer au-delà de notre collaboration qui a été longue jusqu'à aujourd'hui, commencerait par me faire part de tes commentaires, tes critiques, évidemment, pour que la 2e édition puisse profiter de ce qui nous rassemble et de ce qui fait la différence entre nous, parce que c'est des sources de richesse. Je te remercie beaucoup, Sha. Pour la question de Bassem. Bon, il y a évidemment, dans tout système politique, des modes d'auto-légitimation.
Un des modes d'autolégitimation qui sont devenus en vogue actuellement, c'est les élections. Bon, je ne vais pas faire une longue dissertation, mais des régimes, des systèmes politiques très puissants, très durables, ont fonctionné sans élections. Les élections étaient censitaires au début, liées au budget, etc., etc. Aujourd'hui, bon, les élections, et nous vivons au jour où il y a le dépouillement des élections américaines. Alors, les systèmes électoraux, pour commencer, sont toujours mis en place par le pouvoir, c'est-à-dire par le système. Donc, à moins de bêtises ou d'erreurs catastrophiques, bon, jamais un système politique ne va mettre en place une loi électorale qui va le remettre en cause, bien sûr. Bon, il y a quelques erreurs, mais enfin, elles sont rares. Deuxièmement, le système électoral impose des règles de fonctionnement qui légitiment le système politique. Alors, à quoi sert-il? Il sert à absorber les chocs qui affrontent la modalité habituelle du système, en changeant le personnel, en adaptant les catégories, le degré de représentation des différentes catégories sociales. Bon. Donc, c'est un absorbeur de chocs. C'est ça le système électoral. Ça va bien quand le système tourne. Mais quand le système s'effondre au moment de rupture, ça ne se passe jamais par des élections. Ça se passe ou par des guerres, ou, s'il y a suffisamment de lucidité et de courage chez les acteurs politiques, par des négociations, ou par des retournements au sein même des appareils du pouvoir. Bon, les changements de régime dus à des guerres, pas besoin de mentionner, ils sont très nombreux. Les cas de lucidité anticipant les risques, bon, le cas typique, mais ce n'est pas le seul, c'est l'Afrique du Sud. Et les retournements de Kazakhs, bon, ça va depuis les coups d'État militaires jusqu'à retournement des apparatchiks soviétiques qui se sont découverts une âme de démocrate massivement et solidairement du jour au lendemain. Bon. Au Liban, aucune des trois conditions n'est réunie et par conséquent, ce que nous proposons, c'est instaurer la légitimité laïque de l'État. Cela passe par trois choses. Je vais arriver à la Constitution, Bassem. D'une part, un recensement, le premier depuis bientôt 90 ans, des résidents, tous les résidents libanais et non libanais, suivi évidemment pour les Libanais non résidents. De sorte que les résidents soient assignés non seulement pour la fiscalité, mais aussi pour les systèmes de représentation, qu'ils soient locaux ou nationaux, à leur lieu effectif de résidence et d'habitation, c'est-à-dire qu'ils ne soient plus structurés en grappes de lignage contrôlables par les mécanismes communautaires, parce que les communautés, c'est essentiellement des associations de lignage patrilinéaire. Tout le système qu'on appelle clientéliste, etc., est basé sur cette pierre fondatrice. C'est la substitution d'une société politiquement contrôlable à la société réelle et mouvante qui est à la base de beaucoup des illusions et des phénomènes que nous constatons. Premier point. Deuxième point, c'est la mise en place d'un régime civil pour ce qu'on appelle le droit civil, les droits familiales, etc. De sorte à ce que les régimes communautaires ne soient que des exemptions par rapport au régime général dans des limites définies par le régime général. C'est une action qui a une portée, évidemment, pour la vie courante, des couples, des ménages, des enfants, etc., mais aussi une valeur de référence symbolique de légitimité. Ce ne sont pas les communautés qui font ou défont les appareils du pouvoir, mais c'est l'appareil du pouvoir qui a sa légitimité immanente, qui gère en tuteur bienveillant les situations communautaires. Troisièmement, la représentation politique. Écoutez, tout simplement, les candidats et candidates
quand ils se présentent à des fonctions publiques, devront avoir clairement déclaré un choix entre être directement citoyen et citoyenne dans l'État ou ne pas juger cela conforme à ce qu'ils pensent et vouloir être citoyen ou citoyenne par l'intermédiaire d'une communauté. Dès le moment où ils font ce choix, il en découle toutes les conséquences politiques, juridiques, légales. Les électeurs aussi, au moment des élections, auront à choisir de mettre leur bulletin soit du côté des candidats directs, c'est-à-dire non communautaires, soit du côté des candidats communautaires. Le résultat fera apparaître, avant même le dépouillement, un pourcentage d'électeurs qui auront choisi la représentation sans intermédiation communautaire et ceux qui auront tenu à la représentation communautaire. Les sièges seront distribués entre les deux catégories. Dans chacune des catégories, le dépouillement permettra de connaître qui sont les élus. Les élus non communautaires n'appartiennent à aucune communauté. Et par conséquent, il n'y a pas de distribution communautaire par définition. Les élus communautaires seront assujettis aux règles de distribution pour une raison toute simple. Parce que les communautés sont des entités agressives par nature. L'État doit les protéger les unes des autres parce que ce sont des membres de la société. Ce système sera mis en place par un décret-loi. Les élections auront lieu sur cette base. Si la Chambre qui en sort veut détricoter ce qui a établi, bon, la procédure aura échoué. Nous prenons un risque. Est-ce que cela nécessite un changement de la Constitution? Pas du tout, pour une raison toute simple. Il y a 2 articles dans la Constitution, 5 et 7, je crois. Le premier dit « Tous les Libanais sont égaux devant la loi ». Tiens. Et le second dit « La liberté de conscience est absolue et par conséquent, un Libanais ou une Libanaise ne peuvent être considérés comme faisant partie d'une communauté que s'ils ont exprimé volontairement le choix d'y adhérer. Par défaut, personne n'est membre d'une communauté. Chacun peut décider d'être membre d'une communauté, d'y entrer, d'en sortir, de rentrer dans une autre. C'est un choix individuel qui d'ailleurs donne un sens effectif à la foi religieuse, sans quoi l'appartenance à une communauté n'est qu'une association à but offensif, défensif, agressif par nature. C'est cela que nous proposons. Il est explicité d'une manière claire et il y a donc un document qui n'est pas dans le livre, évidemment, pour ceux parmi vous qui seraient intéressés, qui explicite tout cela. Je serais très heureux de vous en faire part si les personnes intéressées mentionnaient leur email aux gentils organisateurs qui ont eu la patience de nous écouter jusque-là. Merci, M. Naha. Je laisse la parole à Samir Aïta pour clore ce débat sur le volet régional, notamment, qui a été longuement évoqué dans votre livre, sur la complémentarité, je parle de la sortie de crise sur le plan purement économique entre le Liban et la Syrie et d'autres pays de la région. Samir, je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup, Charbel. Merci à tous pour ce débat assez animé et l'explication. Je voulais faire deux remarques, un peu appuyées sur quelque chose qui n'a pas été vraiment discuté jusqu'à maintenant, c'est l'interaction Syrie-Liban. Qu'on l'avoue ou non, l'interaction entre les deux pays est très forte. Je voulais juste vous montrer une courbe, si vous arrivez à la voir sur l'écran. C'est l'évolution comparative du taux de change dollar libre, marché noir, livre syrienne, livre libanaise, et il y a un début sur la livre turque, etc. On voit que même avant le déclenchement de la crise d'octobre, proprement dit, la corrélation commençait à jouer, donc on est là, et que pendant toute la phase d'après, la corrélation est restée forte avec des petites variations, c'est-à-dire qu'on suive la courbe. Ici, c'est corrélé, et ici, c'est corrélé. Ce qui s'est passé avec l'histoire de la nomination de Hariri et la descente, mais ça a repris après de plus belle. Ces phénomènes de corrélation monétaire, alors que les deux monnaies ne s'échangent pas entre elles,
est assez remarquable et s'est produit déjà dans les années 86, 87, etc. La sortie de la guerre civile libanaise, enfin, au début de la sortie et au moment de l'effondrement financier syrien. Avec la situation actuelle où la guerre, je dirais, arrive à un certain équilibre en Syrie, divisant le pays en 3 zones, et avec un grand nombre de Syriens qui se trouvent au Liban, on assiste à des choses économiques assez étonnantes. C'est que beaucoup de réfugiés syriens travaillent dans l'agriculture libanaise pour produire des produits agricoles, alors que la Syrie envoie des produits agricoles bon marché qui maintiennent l'inflation un peu limitée. Donc, on a des situations assez étranges à gérer où il y a une compétition entre la force de travail qui est en Syrie et qui est au Liban en même temps. Bon, ce ne sont pas les 2 seuls éléments, il y a des phénomènes de transit, mais je dirais ce qui est le plus étonnant, c'est que malgré ces interactions fortes financières, économiques, sociales, etc., on remarque que l'interaction politique a été étrange. Si on retrace l'histoire de l'occupation de l'armée syrienne au Liban, on est vraiment étonné que aucun projet, ils sont restés 15 ans, aucun projet commun n'a été décidé, tenant compte des difficultés qu'avait la Syrie qui était sous sanction et avec les conséquences de son effondrement financier en 86. Aucun projet d'envergure, y compris une centrale électrique fonctionnant sur le gaz syrien, placé au Liban, financé. Charbel se souvient de ce genre d'idée qu'on lançait il y a un certain temps. La politique des 2 pays n'a pas permis de consolider quoi que ce soit qui reste quelque chose à moyen terme. Et qui renforce un peu l'économie des 2 pays. Donc, je reviens à ma deuxième remarque. Donc, il y a, je dirais juste pour finir avec cette première, il y a une problématique à traiter et au niveau Liban et au niveau Syrie dans tout ce qui est sortie de crise pour voir comment les 2 pays peuvent utiliser leurs avantages et la situation actuelle pour redémarrer une économie qui est réelle. On parle beaucoup de la contribution du Liban dans la construction de la Syrie, mais le problème, c'est que qu'est-ce que le Liban construit, produit pour pouvoir alimenter la Syrie. Et si on regarde aujourd'hui que la crise financière a bloqué l'argent des Libanais dans les banques, mais il a bloqué aussi l'argent des Syriens dans les banques. On parle de 30 milliards de dollars bloqués, mais plus grave que ça, c'est que cet argent servait pour beaucoup à financer des importations pour la Syrie dans des conditions de sanctions économiques par les Américains. Ils payaient en devises, qu'ils ne peuvent plus bouger leurs importations. Donc, ça va amener une dépendance de la Syrie beaucoup plus grande vis-à-vis de la Turquie et une dépendance peut-être du Liban beaucoup plus grande vis-à-vis de la Turquie. Donc, il y a un énorme problème à traiter à ce niveau-là, au-delà je dirais, du transit pour aller servir avec le port de Beyrouth, avec les produits libanais, les marchés du Golfe et le marché irakien. La deuxième remarque, elle est plutôt sur le contexte politique. Charbel sait très bien que je salue, et de loin, l'effort d'avoir, de toute l'équipe, là, d'avoir, et toute la mobilisation des jeunes, d'avoir créé le mouvement citoyenne et citoyen dans un État. Moi, j'ai suivi un peu les tergiversations de la politique, entre guillemets, de l'opposition
pendant les premières années suivant 2011, etc. Et dans le contexte actuel, pouvoir venir créer un mouvement avec une certaine dynamique qui traverse les communautés, parce qu'en Syrie, il y a des communautés, même si elles ne sont pas seulement religieuses, exemple les Kurdes, qui traversent les communautés et qui traversent les zones d'influence qui existent aujourd'hui pour pouvoir reconstruire pas seulement l'économie, pas seulement l'unité du pays, mais vraiment un État qui est garant de tous ses citoyens, avec ce qu'il faut dans cet État, c'est-à-dire une certaine centralité protectrice de l'ensemble des citoyens, mais aussi gérant à travers des mécanismes de gestion de proximité, c'est-à-dire ce qu'on appelle la décentralisation, mais on lui donne beaucoup plus de sens qu'elle ne l'est en réalité, ou différents sens. Il est très dommage qu'en Syrie, aujourd'hui, il n'y a pas de mouvement similaire. Et l'exemple libanais et sa dynamique, quelle que soit l'issue de ce qui est en train de se faire, est quelque chose qui sera suivi par pas mal de Syriens. Moi, je connais le nom des gens qui sont ici, qui nous suivent aujourd'hui. Il y a pas mal de Syriens, pas seulement de Libanais, parce que cet exemple libanais est quelque chose de porteur, je veux dire un grand mot, de lumière, pas seulement pour le Liban, mais pour la Syrie et pour l'ensemble de la région. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci, Charbel. Je ne sais pas si tu veux commenter mon commentaire. Écoute, j'ai dit, nous sommes des compagnons de vie, hein, toi et moi. Bon, je ne vais pas faire une longue dissertation. Bon, la dimension régionale, ou plutôt la dimension spatiale, est quelque chose qui a été présent dans notre expérience, chacun de son côté et ensemble à différentes phases. Et ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est une reconfiguration spatiale à différentes échelles, entre ce qu'on appelle par commodité le Levant ou le croissant fertile, avec sa côte méditerranéenne, sa façade méditerranéenne, et un basculement vers un pôle dont la façade sud-est va vers l'Asie et sur les côtes du Golfe, avec une déstructuration profonde des sociétés dans un côté, une restructuration et une repolarisation dans l'autre. À une échelle plus dure et plus proche, c'est ce qui se passe en Syrie, c'est ce qui s'est passé au Liban. Évidemment, on ne peut pas oublier la Palestine, en Irak. Donc, la dimension régionale est un fait historique. C'est devenu un levier. La chirurgie régionale spatiale est une chirurgie sociale très dure. Et notre région en a été une victime et l'est encore. Et par conséquent, quand nous disons que nous sommes un mouvement libanais, évidemment, nous ne sommes pas un mouvement communautaire, ça serait trop bête, quoi. Parce que pour nous, les communautés, comme je disais, c'est une réponse qui vient se substituer à un État qui n'a pas existé par manque de courage. Mais les États sont toujours artificiels au départ. Et par conséquent, ces limites, nous les traitons comme des considérations de moyens. Oui, notre projet est un projet libanais parce que les moyens dont nous disposons pour le réaliser sont présents au Liban et aujourd'hui, parce que la crise, je le répète, j'espère ne pas vous déranger, est une opportunité. Mais nous ne sommes pas prisonniers de logique nationaliste ou raciste. Évidemment, la portée régionale, nous en sommes pleinement conscients, mais les relations interétatiques imposent, elles aussi, une rationalité. Le second point, c'est que en Syrie, il n'y a pas encore d'arrangement de fin de guerre. La guerre au Liban a trouvé un arrangement progressif, tâtonnant, mais essentiellement parce qu'il y avait l'effondrement de l'Union soviétique et l'arrivée en force des États-Unis avec leur plan de règlement régional. C'est ça qui a arrêté la guerre au Liban. Ce n'est pas les pauvres députés qui ont été à Taïf, soyons sérieux.
Soyons sérieux. Or, aujourd'hui, les possibilités de l'advenu d'un arrangement extérieur qui se traduirait en arrangement en Syrie ne sont pas là. Et la Syrie, comme société, continue de souffrir. On ne peut que remarquer à quel point les Libanais, tant ceux qui sont pour Bachar que contre Bachar, ne savent rien de la société syrienne, de ce qui s'y passe, des souffrances, des erreurs, des crimes qui ont été commis et des responsabilités que cela induit sur tout le monde. C'est ça encore, prendre en compte la réalité. À ce niveau, il est remarquable que le terme de marché noir est glissé dans ton intervention, Samir. Dans un régime de contrôle de change, il y a un prix officiel et il y a un marché noir. Au Liban, il n'y a pas de marché noir parce qu'il n'y a pas de prix officiel. La seule mention d'un prix officiel de la livre libanaise se trouve dans un article du Code de la monnaie et du crédit qui dit que la devise nationale aura un prix officiel exprimé en grammes d'or fin. On ne peut pas en même temps dire qu'on est une société libérale d'économie de marché et dire qu'il y a un marché noir, il n'y a pas de marché noir, parce qu'il n'y a pas de prix officiel. Ce glissement de terminologie vers la reconnaissance d'un marché noir derrière l'illusion d'un prix officiel relève d'une manipulation criminelle qui est une manipulation mafieuse de pillage. Les fonds ne sont pas bloqués, les fonds ont été dépensés. Il faut faire attention aux termes, si vous voulez. Mais évidemment, on ne peut pas faire perdre l'espoir aux gens, mais l'espoir à donner aux gens ne doit pas venir de l'entretien d'illusions. Il doit venir d'un projet politique clair. Et c'est cela que nous essayons de proposer pour le Liban et pour la région, sans honte, clairement. Mais à partir de là où les moyens donnent les plus grandes chances de succès. Et votre invitation ce soir me fait grand plaisir parce qu'elle me donne l'espoir que notre projet pourra trouver plus d'appui et plus d'audience auprès des Libanais émigrés, des Arabes qui sont en général poussés hors de leur pays par les tragédies que nos sociétés vivent, mais aussi des Français ou des Européens qui ont voulu participer à ce séminaire. En vous remerciant tous encore une fois. Bonsoir et merci. Merci, M. Nahas. Merci à nos panélistes. Merci à tous. Bonne soirée.